à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures geek du mois de mars 2021. Au programme de cette vidéo, du comics, préparez-vous au karaté. Sortez les nunchaku et les katanas, on va prendre une bonne dose de Tortue Ninja. On enchaîne avec du manga, on va partir un peu dans le monde des jeux vidéo, plus précisément en Hyrule, pour retrouver Link et Zelda dans Twilight Princess. On débute avec les Tortues Ninja, le tome 0 paru chez iComics. Bon, ça fait un moment que je vous parle de ce comics. Je l'attendais depuis très longtemps, je l'ai enfin eu dans les mains ce mois-ci et je me suis mis à le lire tout de suite. Je l'ai dévoré. Il faut comprendre que là, c'est une histoire revisitée. Si vous êtes fan de la série des années 90, si vous avez grandi avec les films de cette époque-là, sachez que c'est un reboot, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même ne change pas. Il y a bien 4 tortues mutantes qui font des arts martiaux et qui se déplacent comme des ninjas, mais certains points de l'histoire ont changé. Le point clé de ce tome, c'est la notion de famille. Il faut bien garder ça à l'esprit. Au tout début, on n'a que 3 tortues. Nous avons Splinter qui a élevé Donatello, Michelangelo et Leonardo. Et les 3 frères sont à la recherche de leur frère Raphaël. Alors ça commence déjà avec une grosse différence par rapport à l'histoire d'origine, où les 4 tortues étaient réunies. Le tome commence par les tortues qui se battent contre un gang dirigé par un chat mutant. Nouvel ennemi, Old Hob. On va remonter un peu le temps et voir un petit peu comment les tortues et Splinter ont muté. On voit que en fait elles étaient dans un laboratoire, qu'il y a eu des expériences sur elles. En ça change pas des masses. Mais nouveauté, April fait ses études et fait un stage dans ce laboratoire. April n'est plus du tout journaliste, elle est étudiante à l'université et elle fait des études en microbiologie. Comme dans le film paru il y a quelques années produit par Michael Bay, c'est April qui a choisi le nom pour les tortues. Un soir, alors qu'April travaille un peu tard au laboratoire, elle est attaquée par les ninjas du clan Foot. Ces derniers veulent voler le mutagène et les tortues sur lesquelles on a déjà fait des expériences. Splinter, qui est un rat sur lequel il y a eu une expérience en parallèle, va protéger les tortues qu'il juge comme ses enfants et va les secourir. En ça diffère pas du tout de l'histoire originelle. Sauf que lorsqu'il s'enfuit et que le mutagène tombe au sol, que Splinter, les tortues, patauchent dans le liquide verdâtre, un chat va attaquer une des tortues, patauger à son tour dans le mutagène. Splinter va lui crever un œil, c'est pour ça qu'on voit que sur la couverture il y a un gros chat avec un œil crevé. Les ninjas du clan Foot arrivent, Splinter ne peut sauver que 3 tortues et la 4e est perdue. Raphaël va grandir tout seul et va passer des mois et des mois dans les rues de New York. L'histoire ne change pas puisque les tortues grandissent, Splinter aussi. Splinter va leur apprendre les arts martiaux, les considère comme ses fils, les forme à l'art des ninjas et les emmène chercher Raphaël. Le but premier du premier tome, c'est trouver Raphaël. En cela, les tortues ninja abordent tous le bandeau rouge puisque c'était la couleur préférée de Raphaël. Et ça fait un lien avec l'origine des tortues puisqu'à l'origine, toutes les tortues portaient un bandeau rouge. La différenciation de couleurs s'est faite avec le dessin animé et surtout avec les figurines qui en sont sorties afin de les vendre aux enfants parce qu'ils ne voulaient pas juste revendre la même tortue avec juste une arme différente. Il fallait qu'il y ait d'autres différences, dont la couleur des bandeaux, les ceintures avec l'initiale qui avait été placée dessus. L'histoire est vraiment bien écrite. Les personnages se croisent, s'entrecroisent, les situations, on voit où ça va nous amener petit à petit, ça se tricote bien. On voit que Raphaël rencontre Casey Jones, qui est un jeune adolescent qui se fait tabasser par son père, qui est lui aussi étudiant, qui a une bourse pour jouer au hockey. April, qui s'est fait agresser, va demander des cours de self-défense en contrepartie pour te donner des cours de soutien. Kazé, qui a de mauvaises notes à ce moment-là, va profiter de cette occasion et c'est comme ça que les 2 personnages se rencontrent. Les tortues continuent de chercher Raphaël, on voit un peu comment elles vivent. Mickey a ses habitudes, il va toujours à la même pizzeria. Donatello, lui, planche dans ses inventions. Leonardo se concentre sur la voie du ninja et être un bon leader. À la fin du premier quart, les tortues retrouvent enfin Raphaël et on a le droit à une happy end. Ça m'a tiré ma petite larme. Petit à petit, d'autres personnages emblématiques vont apparaître.
le général Krang de la dimension X, le clan Foot, Shredder, les ninjas du clan Foot qui le composent, donc Carey, la descendante de Shredder, etc., etc. Une autre nouveauté qui se met en place dans ce reboot est le fait que Splinter et les 4 tortues forment une vraie famille. La famille, je vous l'ai dit, c'est important. Là, ils ont poussé le concept encore plus loin. En fait, Splinter et les 4 tortues sont des réincarnations d'un ancien ninja du clan Foot et de ses 4 enfants. Cet ancien ninja n'a pas voulu suivre Oroku Saki, le leader du clan, dans la voie du déshonneur. Oroku Saki le fait éliminer et tue ses 4 enfants en même temps. Et le cycle karmique a fait qu'ils se sont réincarnés dans Splinter et les 4 tortues. Shredder prend petit à petit un peu plus de place et se rend compte au cours d'un duel que Splinter est bien Hamato Yoshi, l'ancien membre du clan Foot qu'il a fait assassiner. Il y a une course pour récupérer le mutagène contenu dans le sang des tortues de la part du général Krang, de la part de Shredder. Le seul défaut qu'il y a dans ce tome, c'est qu'il y a des allusions aux micro-séries. Les micro-séries, ce sont des petits volumes qui ont été consacrés à chaque tortue, April, Splinter, Kazé, mais également aux vilains. Chaque vilain a sa petite origin story qui est un peu retracée là-dedans et ils font allusion à des événements qui se passent. Par exemple, on voit que Shredder a un mutanimal qui s'appelle Alopex. Alopex s'est déjà battu contre Raphaël. Leonardo a déjà affronté Shredder, même s'il ne savait pas que c'était lui à ce moment-là. Voilà, c'est mentionné avec des petits astérix, c'est un tout petit léger résumé où on comprend avec les bulles puisque les personnages expliquent bien. Mais c'est vrai que ça manque, il faudrait qu'on puisse les lire rapidement pour comprendre un peu les trous qu'il y a. Alors, il va y avoir une réédition de la part de iComics. Cet été, ils doivent sortir un tome soit sur les vilains, soit sur les gentils. Et l'année prochaine, faire la même chose avec le 2e tome qui manquera. Il y a également une 5e tortue qui fait son apparition, que l'on va nommer Slash, qui lui a un bandeau noir. C'est une tortue qui est beaucoup plus massive, beaucoup plus brutale, qui a été en fait programmée pour chasser Splinter et les tortues, et qui se retrouve dans la dernière partie en train de les combattre. Il ne va pas gagner. Ce qui va quand même profondément toucher Leonardo qui pense l'avoir tué. Le tome s'arrête sur ça. Il me tarde de lire la suite des autres tomes pour pouvoir continuer cette histoire, tellement elle m'a pris en haleine. Il y a plein d'allusions à la série d'origine, hein. On trouve un t-shirt avec marqué Kawabunga, on voit qu'il vivait dans les égouts, puis après il change d'habitation plusieurs fois. C'est le cas notamment dans les films, puisque dans les 3 premiers films, ils habitent d'abord dans les égouts, puis plus tard ils trouvent une station de métro. Là ça sera pas le cas, ça sera un bunker. Donc il y a plein de petites allusions. Par contre, s'il y avait des choses que vous aimez bien dans la série, notamment par le fait qu'ils sortent avec leur impair, leur grand chapeau, ça vous pouvez oublier. Ils sortent, bon ils ont des vêtements, mais ça se voit clairement que ce sont des tortues, mais ils sortent comme ça, il n'y a pas de problème. Le fait qu'ils doivent avoir leur existence secrète, c'est le principe du ninja les gars. Oh, ils oublient, ça, on s'en fout, c'est pas important. C'est un léger détail, mais ça a son importance, je trouve. Ça, c'est un peu dommage. Autre défaut qu'il y a, on s'habitue vite à un style de dessin puisque 3/4 du tome sont avec le même dessinateur qui est sûrement Dan Duncan. Le problème, c'est qu'aux 3/4 du tome, ce qui doit correspondre, je pense, au 4e tome paru chez Soleil Comics à l'époque, le dessinateur change et on a des planches comme celle-ci qui sont complètement dégueulasses, avec une April qui ressemble à rien. C'est un peu dommage, ça coupe un petit peu, surtout que c'est la fin, c'est là où apparaît Slash. Alors Slash n'est pas forcément trop mal représenté, mais il y a des planches qui sont vraiment hideuses. Les tortues, pareil, le style change, on est vraiment habitué au style au tout début. C'est un peu dommage, on va voir si le dessin s'améliore par la suite. J'ai enchaîné mes lectures sur les Tortues Ninja avec Tortue Ninja, le secret du clan Foot, paru toujours chez iComics. Ce tome-là est presque un hors-série. On apprend des choses sur l'histoire du clan Foot, mais c'est pas forcément primordial, je pense, pour lire toute la série régulière du tome 0 jusqu'au tome 13 actuellement. Dans ce comics, l'histoire se passe sur 2 plans. L'époque actuelle, où on voit qu'un maître de conférence en université s'intéresse depuis très longtemps au clan Foot et aimerait retrouver un livre qui retrace en fait toute son histoire, comment le clan a été créé, et un plan qui se passe au Japon médiéval à la création du clan des Foot. On se rend compte que l'ancien seigneur de ce clan, qui devait devenir shogun
a voulu assassiner un de ses meilleurs hommes parce qu'il avait peur de lui. Cet homme-là s'en est rendu compte, va tuer son ancien maître et va prendre le clan pour devenir le clan Foot. Petit à petit, on a affaire à la réincarnation. La première réincarnation en fait qu'il y a, ce n'est pas Hamato Yoshi qui devient Splinter, les 4 enfants qui deviennent les tortues, c'est le créateur du clan Foot qui va avoir son âme transféré dans Oroku Saki qui deviendra plus tard Shredder. Alors il y a toute une histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est très bien amené, hein, vraiment, les planches sont magnifiques, l'histoire est vraiment haletante, ça s'enchaîne super bien, les passages Japon médiéval, New York actuel se font très facilement et ça s'enchaîne super bien, super vite. En fait, il y a un être qui s'appelle Kitsune, que l'on voit sur la couverture, c'est la jeune femme qui a des pouvoirs, qui peut se transformer en animal, hein, c'est en lien avec justement la mythologie japonaise. Elle tire ses pouvoirs d'un oni qu'on appelle l'oni de métal. Et cet oni de métal permet à Kitsune de garder en vie certaines personnes. Donc du coup, ils deviennent quasiment immortels. En fait, ils vieillissent, mais elle leur redonne la jeunesse. Lorsque ça va arriver à Oroku Saki, ça va perdurer un tout petit peu, mais ils vont passer à une autre étape. Ils vont faire d'Oroku Saki un être immortel avec une formule, puis ils vont d'abord se débarrasser de l'oni de métal. Il s'avère en fait que c'est Krang, oui je spoil un peu, et ils récupèrent la formule de la vie éternelle. Ils vont plonger Shredder dans un sommeil très profond et il sera réveillé par ses descendants du clan Foot bien plus tard. À l'époque contemporaine, en fait, Shredder continue à chercher ce livre puisque le livre a été créé par le fondateur, c'est-à-dire la personne dont l'âme est réincarnée dans le corps de Shredder. Et il veut absolument récupérer ce livre. Finalement, il y a une bataille entre les tortues et le clan Foot pour le récupérer et ce sont les tortues qui le récupèrent. On voit que Michelangelo arrive à le lire, même si c'est écrit en japonais ancien, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais fait d'études, hein. C'est juste, on utilise la corde réincarnation d'un enfant japonais dans Michelangelo. Alors pourquoi les autres n'y arrivent pas, il n'y a que Michelangelo? C'est ridicule ça, il y a des moments, il y a des câbles scénaristiques vraiment abominables. Ça en fait partie. Sinon tout le reste est vraiment bien. Je le recommande, lisez le tome 0, lisez l'histoire secrète du clan du Foot, vous allez vous régaler, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le mois dernier, je vous ai parlé des crossovers entre les Tortues Ninja et Batman. Aujourd'hui, je finis avec un autre crossover. C'est pas le dernier qu'il y a avec les tortues, mais c'est le dernier que j'ai acheté. C'est Tortues Ninja Power Rangers. Alors je sais, ça fait bizarre vu comme ça de mélanger ces deux licences qui n'ont vraiment strictement rien à voir à part des couleurs flashy. Mais ça se fait bien, ça a été fait vraiment très intelligemment. Contrairement à Batman et les Tortues Ninja, là il n'y a pas d'univers parallèle. Les tortues vivent à New York, les Power Rangers à Angel Grove, ils sont sur la même terre. Donc les tortues savent que les Power Rangers existent puisqu'ils les ont vus à la télé. Ça, c'est dit, il n'y a pas de souci, c'est acté, ils le savent. Alors, comment est-ce que ce crossover a été possible? En fait, les tortues sont chez elles à New York, comme d'habitude, ils se battent contre le clan Foot, et il s'avère que un membre des Ninja Foot arrive à mettre une avoinée monumentale à Raphaël, ce qui va bien le vénère, hein. Il n'est pas content du tout. Ce ninja-là, c'est Tommy, le Ranger vert. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Au début, on comprend rien. Au début, on se demande, mais d'accord, pourquoi il y a Tommy tout seul à New York? Pourquoi, d'un coup, il se transforme et il tabasse les tortues? On comprend l'histoire un peu plus tard. En fait, Tommy a infiltré le clan Foot parce que le père d'un de ses amis lui demande de retrouver son fils qui a disparu et qui serait rentré dans une secte. En fait, cette fameuse secte, c'est le clan Foot, parce que le jeune était en manque de repères et le clan Foot l'a valorisé. Un peu ce qui se passe d'ailleurs dans Tortue Ninja 2, le film des années 90, où il y avait vraiment du recrutement chez les jeunes dans les rues. Bah là, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est bien d'avoir fait le lien. Finalement, les autres Rangers, les 5 autres Rangers arrivent dans l'histoire parce que ils cherchent Tommy. Ils savent pas non plus où il est. Il y a une baston entre les Tortues et les Power Rangers au tout début de l'histoire. Tommy, leur fausse compagnie, retourne auprès du clan Foot et continue son infiltration. Finalement, il se fait repérer. Il est assommé, mis en cage. Et il y a, pour moi, la meilleure planche qui arrive. Quand j'ai vu la planche que je suis en train de vous montrer,
Je suis de suite allé au comptoir voir le vendeur. J'ai carrément poussé les gens qui étaient devant en leur disant « Dégagez-vous, vous servez à rien ». J'ai montré le tome et j'ai fait « Prenez mon argent tout de suite ». Shredder qui devient le Ranger vert. J'ai trouvé ça juste génial, le costume est trop bien. Donc il y a Rita qui rentre dans l'histoire, qui s'allie avec Shredder, puisqu'à la base voulait récupérer le médaillon. Finalement, il y a un sort qui est lancé sur les Power Rangers qui ne peuvent plus se transformer, ne peuvent plus faire Morphing Time. Et du coup, ils donnent leur transmutateur aux tortues, et c'est les tortues qui peuvent se transmuter et devenir les Power Rangers. Sachant que, comme il y a un 5e médaillon, April récupère le médaillon rose et prend la place de Kimberly. Donc eux peuvent rentrer dans le Megazord, il y a une bataille de mecha, etc. Les Power Rangers qui ne servent plus à rien, Splinter les chauffe un petit peu, leur donne des costumes tout bidons et ils deviennent les Rangers Ninja. Voilà, il y a une inversion qui est faite. Voilà, c'est très bon délire. Pareil, ils utilisent un robot que Donatello trafiquait un peu. Il lui donne une grande taille, ce qui fait un Megazord. Ils fusionnent ce Zord-là avec le Megazord d'origine. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. C'est vraiment un très bon trip. Bon, finalement, à la fin, les tortues gagnent. Les Power Rangers leur serrent la main. Tout le monde a récupéré ses pouvoirs. Et chacun rentre chez soi en étant très très content. Si vous aimez les Tortues Ninja, si vous aimez les Power Rangers, moi je suis très fan des Power Rangers, la première version, c'est-à-dire avec les Power Rangers originels. Bon, ils ont fait 3 saisons, même s'ils ont changé de temps en temps de costume. Voilà, j'aime beaucoup cela. Du coup, ça m'a fait vraiment un petit trip nostalgique dans mon petit cœur et c'est passé crème. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà, c'est un crossover là aussi que je conseille. Si vous avez l'occasion, prenez-le. Sachant qu'il existe un dernier crossover. Alors, il n'est pas paru ni chez iComics ni chez Urban. Il est paru chez Fleurival, si je dis pas de bêtises. C'est une petite maison d'édition. Ils ont la licence Ghostbusters. Et en fait, il y a un crossover Ghostbusters Tortue Ninja. Me demandez pas ce qui s'y passe, je ne l'ai pas lu. Alors en même temps, ça paraît logique puisque les Ghostbusters et les Tortues Ninja vivent à New York. Donc pourquoi pas se rencontrer. J'espère pouvoir mettre la main dessus un jour et le lire et vous le présenter. On termine avec du manga tiré d'une licence de jeu vidéo. Donc prenez vos manettes, sortez vos ocarinas, vos épées et vos boucliers. On va retrouver Link et Zelda dans la série Twilight Princess paru chez Soleil Manga. Je vous avais parlé de cette série le mois dernier dans mes achats geeks de février puisque j'avais acheté le tome 8. Donc c'est une série qui est en 8 tomes. Contrairement aux autres adaptations de la licence Zelda. En effet, tous les autres jeux de la licence qui ont été adaptés en manga l'ont été soit dans un tome, soit dans 2. C'est donc le premier qui a une adaptation si longue et ça se ressent un petit peu. Alors, l'histoire reprend celle du jeu. On commence avec des explications un petit peu sur le monde. On apprend qu'une partie du peuple d'Hyrule a été exilée dans le monde de la pénombre pour expier ses péchés. Et ils ont vécu là-bas et détestent les habitants de la lumière parce que eux sont privés d'un monde sympa puisqu'ils habitent dans un monde où il fait toujours noir, où il y a des monstres, etc. Donc il y a une certaine rancœur chez beaucoup d'entre eux. On retrouve ensuite Link dans un petit village qui s'appelle Toal. Il est berger. On apprend qu'il vit dans ce village depuis un an et demi, qu'il est apparu au village en cachant un petit peu son passé. On ne sait pas trop d'où il vient. On sait que c'est un étranger puisque c'est le seul du village qui a les oreilles pointues. Et Link s'épanouit dans ce nouveau village, mais à une part d'ombre. On le voit bouquiner pour essayer de trouver une formule qui va l'aider à rattraper les erreurs de son passé. On en apprend un petit peu plus. Mais on sent également que le monde de la pénombre pénètre dans le monde de la lumière. On voit des fruits qui commencent à pourrir, il y a la forêt qui devient un peu plus sombre, etc. Puis finalement, il y a une attaque de monstres sur le village. Donc les villageois sont dispersés, Link se bat et meurt noyé dans une fontaine après avoir été amputé d'un bras. Et c'est la fin. Quoi, il y a autre chose? Oui, effectivement, Link est ressuscité parce qu'il a le pouvoir de la Triforce sur la main. Donc son bras se recolle, il y a l'esprit de la forêt qui le sauve et lui dit « Tu es un grand héros, pars sauver la princesse Zelda ». Comme dans beaucoup de jeux, Link part à la recherche de Zelda et en passant un portail pour sortir du village, il se retrouve transformé en loup, comme on peut le constater sur la couverture.
Dans le jeu, il y avait des passages où ça switchait voilà, de Link humain à Link loup. Là, ça se fait par un biais scénaristique. Mon avis sur la série. Graphiquement, c'est magnifique. Les dessins sont juste très très beaux. L'auteur Akira Himekawa a fait un boulot remarquable, a, je pense, beaucoup aimé le jeu et ça se ressent. Au niveau scénario, je me rappelle plus trop de ce jeu puisque je vous avais dit que je l'avais déjà fait, mais je suis un peu déçu du début du premier tome puisqu'en fait, il y a déjà un gros spoil. Je me rappelle pas s'il y était dans le jeu, mais on apprend que Midona, le petit être d'ombre qui accompagne Link lorsqu'il est un loup, que l'on retrouve sur cette couverture, est en fait la fameuse princesse du crépuscule, la Twilight Princess. On comprend mieux son aventure et pourquoi elle pousse Link à aller chercher tel objet, tel objet. Alors Link va retrouver Zelda sous sa forme de loup. Zelda va lui dire que c'est l'élu et qu'il doit partir à la recherche d'un nombre d'artefacts indéfinis. Voilà, bah ça reprend vraiment les codes de Zelda, la licence de jeux vidéo, parce que il y a toujours une première quête d'objets qui amène sur une autre quête d'objets, puis encore sur d'autres objets, et il faut de l'équipement pour aller chercher tel objet, voilà, et ça n'en finit pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des longueurs dans le manga. Il y a des passages où on le voit discuter avec des habitants, ça n'apporte pas forcément grand chose, mais ça développe vraiment l'univers. C'est vrai que côté background, ça s'est vraiment bien développé au cours des 8 tomes. Ils ont fait, j'ai trouvé une prouesse assez bien, puisque là, le manga Twilight Princess fait des liens avec d'autres jeux de la licence. On revoit le petit Skull Kid, le méchant de Majora's Mask. On voit le héros du temps d'Ocarina of Time avec Link enfant, Link adulte. Voilà, il y a des liens, ça c'est vraiment bien fait. On voit Link qui progresse dans sa maîtrise d'Excalibur, l'épée légendaire. On le voit devenir le héros d'Hyrule qu'on attend. On le voit même chuter. Alors ça, je m'y attendais pas. Il y a une belle chute avec le combat entre lui et Dark Link. Qu'on retrouve d'ailleurs à la base dans Zelda Ocarina of Time, dans le temple de l'eau si je dis pas de bêtises. Il y a bien des liens, on voit Link qui prend trop la confiance, on le voit douter, on voit vraiment que les sentiments sont vraiment bien développés, l'amitié entre Link et Midona qui se met en place, son amour avec une jeune fille du village, son respect pour la princesse, et on voit Ganondorf qui n'est pas présent pendant très longtemps et qui apparaît petit à petit, c'est vraiment bien amené. Voilà, j'attends avec impatience la sortie de la suite. J'espère que ce sera dans pas longtemps pour voir ce que nous réserve l'auteur et nous approcher petit à petit de la fin. Là, je pense qu'on en est quand même encore un petit peu loin. Je pense qu'il y aura encore quelques tomes à paraître. Ça sera tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le manga ou le comics que vous avez préféré et même ce que vous êtes en train de lire actuellement. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre des likes, des commentaires. Ça aide pour le référencement et ça m'aide à faire découvrir mon travail. Partagez autour de vous, dites de venir voir les vidéos de Prof et Geek et que les gens vont passer un bon moment. C'était Prof et Geek. Je suis content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la culture geek. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!